Nous allons voir ici les lois classiques discrètes, c'est-à-dire des lois tellement usuelles qu'elles se retrouvent régulièrement dans les problèmes. J'en ai dénombré 6 des plus courantes. Pour commencer, la loi de Bernoulli qui travaille sur des ensembles 0, 1. Les lois uniformes, binomiales et hypergéométriques qui travaillent sur une partie de n. Les lois géométriques et de Poisson qui travaillent sur n mais en entier, c'est-à-dire les entiers naturels, 0, 1, 2, etc. jusqu'à l'infini. Une fois qu'on aura listé ces 6 lois, on regardera comment déterminer l'une de celles-ci et un certain nombre d'exemples. Nous allons démarrer par la loi de Bernoulli. La loi sur 0, 1 qui se note x suit la loi de Bernoulli de paramètre p où p est une probabilité, c'est-à-dire entre 0 et 1. C'est une loi qui prend deux valeurs, donc 1 si un événement est réalisé, un succès, ou 0 dans le cas contraire. Cette loi possède donc un tableau de lois avec deux seules valeurs, p pour la probabilité d'obtenir le 1 et 1 moins p pour la probabilité d'obtenir le 0. On est capable de calculer sa moyenne et sa variance, mais elles sont usuelles aussi et connues. E de x c'est p et variance de x c'est p fois 1 moins p. La loi de Bernoulli est par exemple la loi classique du pile ou face. Imaginons qu'on pose x égale 1 si on réalise face, qui est le succès, et que la pièce soit truquée, qu'on obtienne face avec une probabilité de 2/3, et bien alors x, qui compte 0 ou 1, suivant qu'on obtient pile ou face, va suivre la loi de Bernoulli de paramètre 2/3. La loi uniforme est une loi qui travaille sur une partie de n. On a numéroté les éléments de cette partie par les indices de 1 à n avec des x. Donc par exemple 2, 3, 4, etc. jusque 10 ici, qui représenterait x1 jusque xn. On va dire que x suit alors la loi uniforme de paramètre 1 sur n, qui est la probabilité. On verra pourquoi ensuite, en sachant que c'est lié au fait qu'entre 1 et n, ici, il y a n éléments dans cet ensemble. Donc c'est le cas où toutes les valeurs de oméga de x sont choisies avec la même probabilité, donc il y a équiprobabilité sur ces valeurs ici. Dans ce cas-là, ce tableau de loi vaut toujours la même chose ici. La probabilité de chacun des éléments, vu qu'il y en a n, est donc 1 sur n. On connaît là aussi sa moyenne et sa variance. C'est par exemple le cas où on fait un tirage d'une boule parmi 100. Eh bien, si x doit être le numéro de la boule tirée, comme on a la même probabilité pour les 100 boules, x suivra la loi uniforme de paramètre 1 sur 100. La loi binomiale est une loi très utilisée. Donc, son oméga de x est la plupart du temps entre 0 et n. On va noter x suit la loi binomiale de paramètres n et p, en sachant que le b cette fois-ci signifie binomial parce qu'il y a deux paramètres ici entre parenthèses, contrairement à la Bernoulli. N sera donc le nombre de tirages, p sera la probabilité de succès. X est alors le nombre de succès dans un tirage avec remise, donc le nombre de fois on a obtenu ce que l'on souhaitait. Le tableau de loi ici pourrait être calculé bien sûr avec du dénombrement, mais étant donné qu'il est très classique, eh bien c'est plus facile de le connaître et de le reconnaître. La moyenne et la variance sont connues. Alors la loi binomiale sert par exemple dans le cas où une urne contient un certain nombre de boules. Imaginez qu'on mette ces boules dans un sac, qu'on en prélève 10 fois une boule de ce sac en la remettant systématiquement à chaque tirage et qu'on se pose la question de quelle est la probabilité, donc combien de fois on obtiendra une boule orange. Comme à chaque fois on remet la boule dans le sac, et bien finalement la probabilité ne change pas. Donc on a toujours 2 boules oranges sur les 10 boules ici présentes. Et donc cette probabilité elle sera toujours de 2 sur 10. Le nombre de fois on réalise ce sera de par exemple 10 fois, si on fait 10 fois cette expérience, ou 20 fois, si 20 fois on fait cette expérience, et du coup ça suivra une loi binomiale de paramètre 20, le nombre d'expériences, et de probabilité 2 sur 10, la probabilité d'obtenir un succès, c'est-à-dire une boule orange. La loi hypergéométrique est très semblable à la loi binomiale, ce qui fait qu'on les confond souvent.
Donc son ensemble de départ est un peu complexe. On va retenir simplement qu'il s'agit d'une partie de grand N, l'ensemble des entiers naturels. Sa notation, X suit la loi hypergéométrique de paramètre grand N, qui est le nombre de cas total, grand F, le nombre de cas favorables, et petit n, le nombre de tirages. X sera alors le nombre de succès dans un tirage, mais cette fois-ci sans remise, ce qui le distingue de la binomiale qui était avec remise. Le tableau de loi, là aussi, serait calculable, si on voulait. Ça, c'est la probabilité que grand X soit égal à la valeur K. Mais on voit bien qu'il est quand même plus simple de reconnaître la loi afin d'utiliser la formule toute faite. On connaît là aussi sa moyenne et sa variance. Pour simplifier, on a noté petit p égale grand F sur grand N. On va reprendre l'exemple des boules. Donc imaginons que cette fois-ci, on veuille tirer toujours une boule orange et on compte le nombre de boules oranges tirées. Alors on se rend bien compte que cette fois-ci ce ne serait pas possible s'il n'y a plus de remise de tirer 20 boules puisqu'il n'y en a que 10. Donc on va supposer qu'on veut tirer seulement 5 boules. Donc si on veut compter le nombre d'oranges sur 5 boules tirées parmi les 10 qui sont là, en sachant qu'à chaque fois on ne remet pas la boule, eh bien on va se retrouver face à un cas de loi hypergéométrique avec grand N qui est le nombre de boules au total, donc 10, grand F le nombre de cas favorables, le nombre de boules oranges, donc 2, et petit n le nombre de tirages qui cette fois-ci sera de 5. La loi géométrique est une loi sur le domaine n étoiles. Donc ici, on travaille avec toutes les valeurs, mais 0 est exclu. Donc 1, 2, 3, etc., etc. On va la noter. X suit la loi géométrique de paramètre petit p, avec p qui est aussi la probabilité d'un succès. X, ce sera le nombre de tirages jusqu'à obtenir ce succès. Donc cette fois-ci, on est sur des tirages indépendants, il n'y a pas de remise, et on refait systématiquement la même expérience jusqu'à obtenir le succès souhaité. Son tableau de loi, ici, de même, toujours calculable, mais on le trouve plus facilement en le retenant tel quel. Et la moyenne et la variance connue. J'attire votre attention sur le fait que cette loi ne terminant pas, en fait, la probabilité diminue au fur et à mesure qu'il faille attendre si longtemps pour obtenir le succès. Alors, c'est le cas classique du pêcheur. Ce cas classique, pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le pêcheur qui va, par exemple, tirer dans une rivière, lancer sa canne à pêche dans une rivière de façon à obtenir un certain type de poisson et qui va renouveler l'expérience jusqu'à obtenir ce type de poisson. Eh bien, on est clairement sur une loi géométrique avec petit p la probabilité d'obtenir ce type de poisson dans la rivière. Ça fait une très bonne transition avec la loi suivante. La loi de Poisson est une loi qui travaille cette fois-ci sur grand N, c'est-à-dire l'ensemble des possibilités des entiers naturels, 0 compris. On va noter X suit la loi de Poisson de paramètre lambda, avec lambda qui est la moyenne des observations sur un temps donné. Il faut faire très attention, la loi de Poisson travaille toujours par rapport à une période. Il faut faire attention à la période quand on travaille dans un énoncé. X va suivre un modèle défini, c'est-à-dire ça ne peut être que ou des appels téléphoniques arrivant sur un standard, donc le nombre d'appels téléphoniques arrivant sur un standard, le nombre de clients arrivant à une caisse ou dans un magasin, le nombre d'accidents à un carrefour, mais toujours durant un laps de temps donné. Son tableau de loi a été travaillé par rapport à des modèles statistiques, et c'est pour ça qu'on n'est pas en mesure de le retrouver, cette fois-ci, en dénombrement. Sa moyenne et sa variance sont une des caractéristiques de la loi de Poisson, c'est qu'en fait, elles sont identiques. Et on va même faire certaines études statistiques. Dès lors qu'on trouvera que l'espérance et la variance sont identiques, on se dira qu'on a des chances de pouvoir ajuster cet élément statistique par une loi de Poisson. La loi de Poisson, clairement, si on travaille sur un standard téléphonique, eh bien, la plupart du temps, à moins qu'il y ait un piège dans l'énoncé, et si on travaille sur le nombre d'appels, on est sur une loi de Poisson. Comment allons-nous faire pour déterminer une loi? Alors, on va commencer par récapituler les 6 lois dont on a parlé. La loi de Bernoulli qui est une loi sur 0,1. La loi uniforme qui est une loi sur x1 à xn avec des valeurs entières la plupart du temps, mais ça pourrait fonctionner avec des valeurs autres que entières.
La loi binomiale, on va dire de 0 à n, la loi hypergéométrique sur une partie de n, la loi géométrique qui commence à 1 mais ne s'arrête pas, toujours avec des valeurs entières, la loi de Poisson qui commence à 0 et ne s'arrête pas, aussi valeur entière, mais attention, il faut jamais oublier que dans un énoncé, la loi sur laquelle on travaille n'est peut-être pas une loi usuelle et c'est peut-être une loi dont il faudra calculer le tableau de loi avec du dénombrement. Alors, comment va-t-on déterminer la loi? De manière évidente, si on commence par chercher les valeurs prises par x qui correspond au oméga de x, on va déjà avoir une idée de la loi vers laquelle on peut se diriger. Bon, il y a bien sûr certains pièges, certains moments où on se sert d'une loi usuelle avec un autre oméga de x, ça on l'apprend avec les modèles et avec le temps, mais la plupart du temps, déjà, déterminer ce oméga de x est un très bon indicateur. Donc, vous êtes invité dans chaque énoncé à déjà donner dès le départ les valeurs prises par x. Ensuite, une fois qu'on obtient le oméga de x, on est en mesure de savoir si on est face à une loi classique ou non. Donc déjà, ça nous oriente vers la loi vers laquelle on est censé se diriger et nous permet de nous donner une idée. Une fois qu'on pense avoir reconnu la loi sur laquelle on travaille, on va vérifier que le modèle correspond bien, c'est-à-dire qu'on est bien dans un cas où il y a sans remise, pas de remise, avec certains mots indicateurs, c'est-à-dire que par exemple dans une loi binomiale, on va chercher à ce que les remises soient courantes, ou alors on dit que l'un ne dépend pas de l'autre, donc il y a indépendance sur chacun des tirages. Il y a un certain nombre d'éléments dans l'énoncé qui peuvent faire penser qu'on est sur une binomiale plus qu'une hypergéométrique par exemple. Donc là, on va tester le modèle et voir si x correspond bien en phrase à un nombre de succès, si on travaille sur un nombre de succès par exemple. Alors, pour toutes ces lois usuelles, une fois qu'on les a déterminées, indiquer la loi avec ses paramètres suffit à déclarer la totalité de la loi. On n'a pas besoin de faire le tableau de loi. Bien sûr, pour les lois qui ne sont pas usuelles, le tableau de loi reste nécessaire. Alors, quelques exemples pour vous mettre au travail. Si on pioche des jetons, il y en a 100 au total, numérotés de 1 à 100. En les remettant jusqu'à l'apparition d'un chiffre finissant par 0, x c'est le nombre de jetons piochés pour obtenir le jeton finissant par 0. Alors, on réfléchit avec méthode. Quelque chose déjà peut donner une indication, c'est qu'on entend un peu le jusqu'à. Le jusqu'à est quand même un indicateur de loi géométrique. Donc x est le nombre de jetons piochés jusqu'à obtenir le jeton finissant par 0. Donc on est déjà dans une orientation de loi géométrique. Voilà. Après, si on fait l'oméga de x, on voit bien qu'on doit au moins en tirer 1, mais qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter. Donc on va en tirer, tirer jusqu'à obtenir ce nombre-là. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, donc on est bien sur n étoiles. Les éléments indiqués signifient qu'on est bien face à une loi géométrique. X c'est bien le nombre de succès, non c'est le nombre de tirages jusqu'à obtenir un succès. Voilà. Donc ensuite, pour déterminer totalement la loi, il nous faut cette fois-ci le paramètre petit p. Ce paramètre petit p, en fait, doit être la probabilité de succès. On obtient un succès. Ici, on a 10 jetons finissant par 0, donc 10, 20, 30, etc., jusque 100, sur les 100 jetons au total. Donc on a 10 chances sur 100 d'obtenir un succès. Dans un frigo, on a placé 7 bouteilles de bière brune et 13 de bière blonde. On vient prendre 3 bouteilles au hasard. X, c'est le nombre de bouteilles de bière brune obtenues. La loi de X. Alors ici, je vous laisse un instant réfléchir. On procède par élimination. On commence par le oméga de X. On voit que l'oméga de X peut être de 0 à 3. On peut avoir de 0 à 3 bouteilles de bière brune. Ensuite, on se dit, tiens, si on en avait pris plus, on aurait été limité par le nombre de bouteilles. Donc en fait, on est face à un tirage qui est sans remise. De 0 à 3, on pouvait déjà penser à uniforme, binomial et hypergéométrique. Mais là, le fait qu'on soit sur un sans remise fait penser plutôt à l'hypergéométrique. Et donc, on se dit, est-ce qu'on est dans un modèle hypergéométrique? Oui, puisque X, c'est nombre de succès, nombre de bières brunes
bien sûr, c'est les succès. Donc, dans un tirage sans remise. X suit donc la loi hypergéométrique, avec les paramètres 20 pour le nombre de bouteilles total, 7 pour le nombre de bouteilles de bière brune et 3 pour le nombre de bouteilles tirées. Donc, cette fois-ci, imaginons que Madame P, que vous connaissez bien, reçoit 3 mails étudiants par jour en moyenne. On note X le nombre de mails reçus en une semaine, et on se pose la question, quelle est la loi de X? Donc si on commence à traiter dans l'ordre, on fait le oméga de X. En une semaine, elle peut avoir reçu 0 mail, parce qu'on ne sait pas combien elle va en recevoir, mais elle peut aussi en avoir reçu 10, 20, 30, 35, etc. Un nombre de mails, on ne peut pas les calculer, on ne peut pas terminer. On est donc sur grand N. Si on s'oriente sur les lois, la seule qui est grand N, c'est poisson. Est-ce qu'on est face à un modèle de poisson? On se dit que finalement, les appels téléphoniques et les mails, c'est deux choses assez semblables. Donc, a priori, on peut considérer sans autre indication dans l'énoncé qu'on est sur une loi de poisson. Seulement, attention aux paramètres. Le paramètre, c'est la moyenne des observations. Le piège serait de répondre 3, c'est un grand classique. Sauf que là, on a travaillé sur des mails par jour. Or, là, on travaille sur une semaine. Donc, c'est pas 3 qui lui sera favorable, ce sera 3 fois 7, donc 21. On est sur un loi de poisson de paramètre 21. Pour finir, on tire au hasard un numéro entre 10 et 20 et X c'est le numéro tiré. Donc de même, on se pose la question du oméga de X, ça va être 10, 11, 12 jusque 20. On est donc sur une partie de N. Cette partie de N, ça peut donc être hypergéométrique, binomiale ou uniforme. Or ici, si on réfléchit bien, la binomiale ne semble pas tellement être indiquée puisque ce n'est pas une répétition, on n'est pas sur un nombre de succès. L'hypergéométrique non plus puisqu'il travaille sur la même chose, donc a priori ça ressemble à uniforme. Comme on ne donne aucun autre élément, visiblement les numéros sont équiprobables, on est donc sur un cas de loi uniforme, il rend le paramètre, la probabilité d'obtenir l'un des nombres. Alors petit piège parce que entre 10 et 20, il y a 11 nombres. On fait 20 moins 10 plus 1. Donc c'est la loi uniforme de paramètre 11. Et c'est fini. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.